Ça, c'est le Moyen-Orient et l'ensemble des pays qu'il compose, avec leurs frontières officielles. Et maintenant, le Moyen-Orient, mais j'y ai représenté les conflits en cours ou les tensions existantes, et les territoires sécessionnistes ou ayant plus ou moins d'autonomie. Et c'est une toute autre vision qui s'offre à nous. Alors on a beaucoup parlé du Moyen-Orient sur la chaîne, et j'ai d'ailleurs toute une playlist sur le sujet que je vous invite à aller voir, mais il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, et notamment depuis les événements du 7 octobre 2023 en Israël, mais pas que. Donc cette vidéo, c'est l'occasion de faire une mise à jour sur le sujet et de vous donner une vision globale des équilibres géopolitiques de la région. Et forcément, ça va m'obliger à simplifier certaines choses. Et si vous voulez approfondir certains sujets, notamment sur une zone précise ou un pays précis, vous pouvez toujours les piocher dans la playlist dont je vous parlais. Et il y a un autre sujet qui vaut le coup d'être approfondi, c'est comment les data brokers stockent vos données vous concernant. Alors vous savez pas ce qu'est un data broker, je vais vous expliquer, et vous inquiétez pas, Incogni, le partenaire de cette vidéo, est là pour s'en occuper pour vous. Les data brokers, ce sont en fait des courtiers en données, c'est-à-dire qu'ils regroupent des données vous concernant, nom, pseudo, email, numéro de téléphone, adresse, mais aussi vos intérêts et habitudes de consommation. Et ensuite, ils revendent ça à des entreprises, et c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez spammé d'emails ou d'appels. Mais il y a aussi d'autres cas où vos données vont carrément tomber dans les mains d'escrocs qui vont essayer de vous arnaquer, ou alors qui ont récupéré des données sensibles qui peuvent servir à usurper votre identité. Donc ça, c'est le problème, et on est tous touchés, et moi aussi. Et Incogni, c'est en fait la solution que je vous propose. Alors pour faire simple, dans l'absolu, vous pourriez vous-même aller faire le ménage. Après chaque spam que vous recevez, demander de supprimer vos infos de la base de données de l'entité qui vous contacte, etc. Mais on va pas se mentir, vous n'allez jamais le faire parce que c'est juste beaucoup trop long. Et le boulot d'Incogni, en fait, c'est de le faire pour vous. Vous renseignez quelques-unes de vos infos et il va aller trouver automatiquement les bases de données qui contiennent vos données et faire les demandes de suppression. Et si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait et que vous traînez les mêmes numéros de téléphone ou adresses email depuis 10 ans, je peux vous dire que vous allez être surpris du nombre de bases de données qui contiennent vos infos. Donc si vous voulez faire le ménage dans tout ça, vous pouvez cliquer sur le lien en description ou utiliser le code promo MONDENCARTE. Vous avez 60% de réduction sur l'abonnement annuel qui vous permet de supprimer les données liées à 3 adresses email et 3 adresses postales. Et merci si vous allez y jeter un œil car ça reste le meilleur moyen pour vous de participer à la pérennité de la chaîne. Et maintenant, on reprend avec le Moyen-Orient. Alors plusieurs acteurs sont en compétition pour le leadership régional et dans le trio de tête, on va retrouver la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Israël ayant une place un peu particulière. Commençons par la Turquie. La Turquie, elle a 2 objectifs de premier niveau. Le premier, c'est régler la question kurde, et le deuxième, c'est imposer un leadership dans le monde arabe sunnite. Et ces 2 objectifs passent par une influence en Syrie, au sud. Pour ce qui est de la question kurde, 2 événements majeurs ont eu lieu dernièrement. Le changement de situation en Syrie suite à la chute du régime de Bachar al-Assad, et l'appel à l'arrêt de la lutte armée du leader du parti kurde PKK en Turquie, considéré comme groupe terroriste par la Turquie. En Syrie, la guerre civile a lieu depuis 2011 et une faction essentiellement kurde, le PYD, parti de l'Union démocratique, a pris le contrôle de la partie nord-est du pays. À côté de ça, on a le PKK kurde en Turquie, le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est une organisation politique et un mouvement armé en lutte contre le pouvoir central turc depuis plus de 40 ans. Et les 2 factions, PYD et PKK, sont alliées. Et d'ailleurs, le PYD avait été fondé en 2003 par des membres du PKK. La frontière entre la zone syrienne contrôlée par le PYD et la Turquie est poreuse. Des membres du PKK trouvent refuge en Syrie kurde comme ils le font depuis des décennies. Donc pour la Turquie, la question kurde, même en Syrie, est une question de sécurité. Il est hors de question pour elle qu'un État kurde de fait reste en place en Syrie. Et d'ailleurs, durant la guerre civile syrienne, la Turquie a déployé des troupes à la frontière en territoire syrien pour tenter d'empêcher la pénétration d'éléments kurdes sur son territoire, et a été le parrain de diverses factions rebelles actives dans le nord-ouest du pays, dont une des prérogatives était de repousser les forces kurdes du PYD vers le sud. Puis, fin 2024, Bachar al-Assad est renversé par l'organisation HTS, Hayat Tahrir al-Sham, dont les têtes prennent le leadership dans le pays. Ça tombe bien pour la Turquie, elle était plutôt proche de HTS. Le problème, c'est que Ahmed al-Shara, à la tête de HTS, et maintenant nouveau président de la Syrie, n'a pas forcément les moyens de mettre au pas les Kurdes du Nord-Est. Il sait qu'il doit composer avec eux. Du coup, le 10 mars 2025, un accord est signé entre Al-Shara et les Kurdes. Cet accord prévoit de reconnaître l'identité kurde en Syrie. Mais ce que voudrait aussi Al-Shara, c'est intégrer les forces kurdes à l'armée syrienne, ce que les leaders kurdes refusent. Et l'autre problème, c'est que les forces rebelles financées, armées et soutenues par la Turquie dont je parlais tout à l'heure, vont elles, en revanche, rejoindre l'armée syrienne. Et ces forces rebelles ont combattu les Kurdes durant la guerre civile.
Donc si à terme les forces kurdes rejoignent elles aussi l'armée syrienne, ça fait que dans l'armée syrienne, on aura des combattants issus de milices qui ont combattu les unes contre les autres. Donc on se demande ce que ça peut donner. Alors maintenant, concernant le PKK. Abdullah Öcalan, fondateur et leader du PKK depuis 1978 et emprisonné dans l'île-prison d'Imrali depuis 1999, appelle en février 2025 à la dissolution du mouvement et à la cessation de la lutte armée. Les cadres du PKK ont pour l'instant décidé de suivre cet ordre, tandis que les Kurdes de Syrie ont dit ne pas se sentir concernés. Donc là, ce qu'on voit, c'est que pour la Turquie, la situation en Turquie avec le PKK semble s'améliorer, tandis que la situation en Syrie reste précaire. Et en fait, la Turquie va devoir exercer une forte influence sur Al-Shara en Syrie, pour que lui-même exerce une pression sur les Kurdes du Nord-Est. Ensuite, pour ce qui est de l'influence dans le monde sunnite, la Turquie use de plusieurs outils. On peut citer le Diyanet, c'est une entité turque publique en charge de l'administration et du financement de l'islam. Elle est active en Turquie, mais forme aussi des imams envoyés à l'étranger et finance des mosquées également à l'étranger. Et ensuite, la voix de la Turquie se fait entendre sur le sujet de la Palestine, ce qui est très apprécié dans le monde sunnite. C'est une position prise également par l'Iran, mais on entend moins l'Arabie Saoudite pour des raisons que j'évoquerai un peu plus tard. Alors on a parlé des Kurdes, donc je vais faire rapidement une petite parenthèse sur les Kurdes irakiens. Les Kurdes irakiens vivent essentiellement dans le Kurdistan irakien, dans le nord du pays. Cette région est largement autonome du reste de l'Irak, ils ont leurs propres dirigeants, leur propre assemblée. Les leaders, présidents et premiers ministres et cousins sont Masrour et Nechirvan Barzani. Le Kurdistan irakien a profité de la guerre civile et de la lutte contre l'État islamique pour ancrer un peu plus son corps, son autonomie, et compte bien la garder. Alors en revanche, ce qu'on peut pas dire, c'est que le gouvernement du Kurdistan irakien et le PKK ou les Kurdes syriens du PYD sont alliés. Il y a des rivalités intra-kurdes. Le PKK utilise depuis longtemps les montagnes du Kurdistan irakien comme base arrière, ce qui est plus ou moins toléré par les autorités kurdes irakiennes, et aussi parce qu'elles n'ont pas les moyens de les déloger. Mais à côté de ça, le Kurdistan irakien tente d'entretenir de bonnes relations avec la Turquie, et la Turquie a tenté de faire pression sur les Kurdes irakiens pour qu'ils gèrent le problème de l'influence du PKK sur son territoire, et elle bombarde aussi très régulièrement des positions du PKK dans le Kurdistan irakien. Bref, c'est complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a eu une grande collusion entre les Kurdes des PKK turcs et PYD syriens, mais pas forcément avec les Kurdes irakiens. Je voulais préciser ça pour pas qu'on pense qu'on a une unité kurde indissociable. Alors ensuite, concernant l'Iran. L'Iran est aujourd'hui dans une situation critique. Il y a quelques mois, on parlait encore du croissant chiite pour évoquer son influence au Moyen-Orient. Depuis le Liban avec le Hezbollah, en passant par la Syrie de son allié Bachar al-Assad, et par l'Irak avec son influence sur les milices chiites implantées dans la vie sociale et politique irakienne. Mais l'Iran a pris un sacré coup, porté essentiellement par Israël. Rappelez-vous déjà l'affaire des beepers. Israël était parvenu à piéger des beepers utilisés par les cadres du Hezbollah et à les faire exploser les 17 et 18 septembre 2024, portant un coup aux sections dirigeantes du Hezbollah. Ensuite, Israël a mené une offensive militaire dans le sud du Liban en octobre et novembre 2024, où le Hezbollah est principalement implanté, réduisant à peu de choses sa puissance militaire. Israël a également été très actif dans le bombardement d'objectifs appartenant au Hezbollah en Syrie, et ça depuis des années. Et surtout, fin 2024, avec l'offensive de HTS, le régime de Bachar al-Assad prend fin. L'Iran perd donc une grande partie de son influence au Moyen-Orient à ce moment-là, et c'est vraiment une catastrophe géostratégique pour lui. Mais il garde encore une grande influence en Irak. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir, mais en gros, l'Irak est gangréné par des milices. Ces milices sont issues des guerres civiles des années 2000 et 2010, et elles sont très implantées dans l'économie et la politique irakienne. Elles ont carrément des groupes parlementaires, et elles imposent la nomination de certains de leurs membres comme ministres dans les gouvernements successifs. Alors il va peut-être y avoir du changement, parce qu'en novembre prochain ont lieu les élections du Conseil des représentants en Irak, donc 329 membres de cette chambre vont être élus, et ce conseil est chargé d'élire le président et d'approuver la nomination du Premier ministre. Donc selon les résultats de cette élection, à la fin on va peut-être avoir un Premier ministre qui essaiera de limiter l'influence de l'Iran en Irak. La fin d'année 2025 va donc être cruciale pour l'influence de l'Iran en Irak. Par ailleurs, l'Iran a toujours comme allié les Houthis au Yémen, ce groupe sécessionniste actif dans l'ouest du pays et qui menace régulièrement le trafic maritime en mer Rouge. Mais c'est une maigre consolation, et il faut préciser que les Houthis ne sont pas sujets de l'Iran. Ils agissent indépendamment, c'est juste que les deux ont besoin l'un de l'autre. Et enfin, plus récemment, il y a eu les frappes israéliennes et américaines, entre autres sur les installations nucléaires iraniennes, dont on ignore l'impact réel, alors que le nucléaire est une sorte de salut pour le régime iranien en place. Ça lui permettrait de se sécuriser au moins sur le plan militaire, même s'il reste vulnérable sur le plan économique, et peut-être aussi un jour menacé par sa rue également,
Même si, attention, on était encore très très loin du changement de régime lors des manifestations de ces dernières années. Alors également, depuis quelques années, l'Iran a tenté d'apaiser les tensions avec son plus grand rival régional, l'Arabie Saoudite. Et pour comprendre les relations actuelles entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, il est nécessaire de remonter quelques années en arrière. L'Arabie Saoudite et l'Iran luttent pour asseoir l'influence au Moyen-Orient et sont en rivalité depuis des décennies. Et en 2016, l'Arabie Saoudite exécute le cheikh Nimer Bakr al-Nimer, un dignitaire chiite saoudien opposant à la monarchie. En réponse, des civils iraniens attaquent l'ambassade saoudienne à Téhéran, et dans la foulée, l'Arabie Saoudite rompt les relations diplomatiques avec l'Iran. Puis en 2020 sont signés, sous l'égide de Donald Trump, les accords d'Abraham entre Israël d'une part et les Émirats arabes unis, le Bahreïn, puis par le Soudan et le Maroc d'autre part. Là, le but clairement, c'est de stabiliser les relations entre Israël et certains États arabes, et ainsi de renforcer la position d'Israël et des États-Unis dans la région. Donc forcément, à ce moment-là, Donald Trump, lui, ce qu'il voudrait, c'est inclure l'Arabie Saoudite dans les accords d'Abraham. Il y a eu beaucoup de négociations à ce sujet, et un rapprochement a eu lieu entre l'Arabie Saoudite et Israël. Donc là, ce qu'on constate, c'est ce rapprochement entre l'Arabie Saoudite, Israël et les États-Unis, alors qu'à côté, au contraire, les tensions sont au plus haut avec l'Iran. Donc l'Arabie Saoudite semble vraiment se positionner dans un camp à ce moment-là. Mais en mars 2023 a eu lieu un autre événement. C'est un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais cette fois-ci sous l'égide de la Chine. L'intérêt de ce rapprochement pour l'Iran, c'est de sortir de son isolement diplomatique, et pour l'Arabie Saoudite, l'intérêt, c'est d'apaiser les tensions, et aussi de trouver une issue à la guerre au Yémen, où l'Iran et l'Arabie Saoudite se font face indirectement. Et pour les Saoudiens, ça permet aussi de jouer sur plusieurs tableaux, et de montrer qu'ils restent maîtres de leur stratégie diplomatique. Et enfin, sur le plan économique, l'Arabie Saoudite a besoin de stabilité. Aujourd'hui, c'est une économie basée sur les hydrocarbures, mais elle a une vision à long terme, elle sait que ce modèle n'est pas éternel et elle souhaite vraiment développer son secteur tertiaire et pour ça, elle a besoin d'une région stable. Et puis, il y a eu les événements du 7 octobre 2023 en Israël et la guerre de Gaza. Et là, c'est un épisode un peu compliqué pour la diplomatie saoudienne. On l'a vu, elle jouait les équilibristes entre Israël, les États-Unis, la Chine, l'Iran, et elle semblait se désintéresser de la cause palestinienne, mais la brutalité avec laquelle l'armée israélienne agit à Gaza l'empêche de rester silencieuse. Mohamed Ben Salman, prince héritier en Arabie Saoudite et dirigeant de facto, a qualifié la situation à Gaza de génocide, et en juillet 2025, l'Arabie Saoudite, aux côtés de la France, a lancé une conférence à l'ONU pour promouvoir la reconnaissance de l'État palestinien. En fait, le régime saoudien n'a pas d'autre choix que de suivre l'opinion publique arabe de la région, s'il veut poursuivre son ambition de devenir le leader régional. Mais le dossier palestinien est une épine dans le pied pour l'Arabie Saoudite. La Palestine ne représente pas d'intérêt économique, très peu d'intérêt diplomatique, mais les opinions publiques sont heureusement sensibles à la moralité, et l'Arabie Saoudite ne peut pas l'ignorer et doit se positionner sur le sujet. Surtout que de son côté, l'Iran a toujours soutenu la cause palestinienne, en opposition à son ennemi de toujours, Israël. Alors maintenant, prenons le cas d'Israël justement, et surtout voyons sa situation depuis 2023. On l'a vu sur son flanc nord, le Hezbollah a été pratiquement défait, que ce soit au Liban ou en Syrie, et le régime de Bachar al-Assad est tombé. Ça affaiblit considérablement son ennemi principal, l'Iran, dont l'influence est repoussée plus à l'est. Quant au sud, la brutalité de son intervention à Gaza a pour conséquence de rendre le Hamas quasi inopérant pour le moment. Donc sur le court terme, on assiste à une victoire militaire et sécuritaire d'Israël, c'est clair. Mais sur le plus long terme, le régime israélien actuellement en place a largement dégradé son image, que ce soit dans la région ou même à l'international. On l'a dit, les accords d'Abraham sont mis à mal, et les opinions publiques arabes ont une très mauvaise image d'Israël, et ne se gêneront pas pour le dire à leurs dirigeants. Et d'ailleurs, même au-delà du Moyen-Orient, de nombreux États ont fait part au moins de leur mécontentement quant à l'action d'Israël à Gaza. Et enfin, un dernier point, ça concerne la Syrie. Le pays reste aujourd'hui instable, on ne sait pas encore bien quelle direction il va prendre, mais il ne faut pas oublier qu'Al-Shara, actuellement à la tête d'une bonne partie du pays, n'est pas un enfant de cœur. Il est passé par Al-Qaïda et l'État islamique et a fondé le front Al-Nosra en Syrie. Et aujourd'hui, lui aussi doit jouer les équilibristes car il n'a pas encore les moyens de ses ambitions. Il doit gérer les Kurdes syriens au nord-est, les Alaouites sur la côte, les Druzes au sud, mais qu'en sera-t-il des relations avec Israël s'il arrive à la tête d'un État stabilisé et renforcé ? D'ailleurs, Israël n'a en fait aucun intérêt à voir apparaître une Syrie stable et unifiée à sa frontière. Et c'est pour ça qu'il a récemment soutenu les populations druzes du sud de la Syrie. Les Druzes, c'est en fait un groupe religieux un peu à part, et durant la guerre civile dans les années 2010, ils avaient créé des milices pour se défendre contre les attaques des rebelles sunnites de l'État islamique et du front Al-Nosra. Et on l'a vu, Al-Shara est issu de ces organisations. Leur confiance dans le fait qu'Al-Shara les intègre pacifiquement à une Syrie unifiée
est donc toute relative. Ils souhaitent garder leur autonomie et ça en fait donc des alliés de circonstance pour Israël, qui n'a pas intérêt non plus à une Syrie unifiée. On précisera aussi que l'unification de la Syrie est prônée par la Turquie et l'Arabie Saoudite, qui souhaitent la stabilité dans la région, et pour qui une Syrie unifiée ne représenterait pas une menace directe dans leurs ambitions d'influence régionale. Par ailleurs, on observe une sorte de coopération tacite en Syrie entre l'Iran, la Turquie et l'Arabie Saoudite. Fin juillet, l'Arabie Saoudite a annoncé mettre 6,4 milliards de dollars pour la reconstruction de la Syrie. En parallèle, la Turquie se positionne aussi et souhaite faire travailler en Syrie ses entreprises de BTP et logistique. Et de son côté, l'Iran profite du réchauffement des relations avec l'Arabie Saoudite pour s'assurer de maintenir une présence et influence en Syrie via ses réseaux de milices et religieux. En gros, les trois essayent de se positionner dans le pays, et la Syrie est un bon exemple de la lutte pour le leadership régional qui existe entre Turquie, Iran et Arabie Saoudite. Donc on le voit, les événements du 7 octobre en Israël ont déclenché tout un tas d'autres événements en cascade qui ont bouleversé la géopolitique de la région. Et si on doit résumer, on se retrouve avec un Iran largement affaibli, un Israël renforçant sa sécurité à court terme mais dégradant son image à long terme, et qui a des intérêts divergents avec la Turquie sur le dossier syrien, et une Turquie qui cherche surtout à régler la question kurde. Finalement, c'est probablement l'Arabie Saoudite qui s'en sort le mieux. Elle a renoué des relations avec son adversaire de toujours, l'Iran, qui est lui-même affaibli, on l'a dit, donc c'est une situation plutôt confortable pour l'Arabie Saoudite. À côté de ça, elle doit juste essayer de gérer habilement ses relations avec Israël et les États-Unis, plutôt de manière discrète pour ne pas froisser les opinions publiques arabes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le but c'était de faire un petit résumé rapide. Alors j'ai pas parlé de tout évidemment, on n'a pas parlé par exemple du Qatar ou des Émirats. D'ailleurs sur les Émirats, il y a une vidéo sur la chaîne que vous pouvez aller voir. En tout cas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la mettre en avant, surtout qu'en ce moment j'ai des petits problèmes avec l'algorithme YouTube qui a décidé apparemment de ne pas mettre mes vidéos en avant. Donc n'hésitez pas à booster la vidéo avec les pouces en l'air, les commentaires, les partages, vous connaissez la musique. Merci encore à Inconi qui sponsorise la vidéo. Si vous voulez me soutenir, le meilleur moyen c'est d'aller faire un tour sur leur site. Si vous voulez me soutenir financièrement, il y a aussi la plateforme Tipeee, il y a aussi tous les liens en description, et merci à tous les tipeurs qui me font des dons tous les mois. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!